il y a quelqu'un qui nous regarde bizarre dans le bus Ouais. et on s'imagine quelque chose et puis tout d'un coup on commence à stresser, on a des palpitations et tout alors que c'est juste un gars qui t'a regardé dans le bus. Vous écoutez Vivons Mieux, le podcast. Nous sommes Léana et Joris, un couple de longue date qui évoluait, appris, grandi avec, mais aussi sans l'autre. Ce qui nous relie, c'est qu'on adore tester des choses pour tout simplement vivre mieux. En passant d'une recette saine à un changement radical de job, on teste, on réussit et des fois, on échoue. Aujourd'hui, c'est ça qu'on veut partager avec vous. On passe des heures à discuter de tous ces sujets ensemble, alors pourquoi pas installer juste un micro entre nous deux. Dans cet épisode, nous allons parler de l'équilibre entre notre système nerveux sympathique et parasympathique et comment cet équilibre influence notre bien-être au quotidien. Merci de nous écouter. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch. Bonne écoute! Donc aujourd'hui, on va parler de ce système sympathique et parasympathique. On va un peu explorer les rôles de ces deux systèmes, leur effet sur notre corps et notre esprit, et partageons aussi des petites techniques pour maintenir une harmonie entre les deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, au final? Parce que je suis bien gentil, là, je parle de sympathique, parasympathique. C'est quoi? On a une partie de nous qui est puis une autre qui est pas contente, c'est quoi? C'était pas très podcast friendly. Oui, c'est vrai, j'ai clairement mimique une... Une tête de quelqu'un de très Une tête. joyeux. Non, alors, sympathique, parasympathique. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots ce que c'est ces deux choses sans aller trop dans les détails de l'un ou de l'autre, mais juste expliquer pourquoi on a ces deux choses? Mhm. On a un système nerveux qui active le corps, qui est le sympathique, et l'autre qui va plutôt se mettre en place quand le corps doit être au repos, on va dire. Ok, donc notre corps a Très, 2 modes de très, fonctionnement. Un où il est actif et un où il est plutôt passif. Ouais. Ce serait un peu ça. Donc sympathique qui active et parasympathique qui est plutôt le contraire, quoi. Ouais, ok. Quand on est en train de faire du sport, en train de brûler des calories, on va dire ça comme ça, autant cérébral que physique, on serait plutôt dans du sympathique. Exactement. Et quand on est avachi sur un canapé ou en train de profiter d'une vue quelque part, on serait plutôt dans le parasympathique. Exactement. On a besoin de ces 2 modes. Tout à fait. Et tu parlais du système nerveux. Qu'est-ce que le système nerveux? Ouh. Alors, je suis pas neurologue, mais là, ce qu'on entend par système nerveux, c'est tout ce qui donne des influx à notre cerveau, à nos muscles aussi. Donc, il y a plusieurs passages. Tu as des passages directs qui partent du cerveau, qui vont dans nos membres, etc. Et puis, tu as ce qui part des nerfs directement, qui donne une indication aux différents organes de notre corps. Et quand on parle du système nerveux sympathique et parasympathique, c'est des choses qui sont presque réflexes, qu'on ne peut pas tellement gérer en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire que quand le sympathique s'active, on va avoir plus de sang qui va à nos muscles, on va avoir les vaisseaux qui se dilatent justement, on va avoir le cœur qui bat plus vite. Tout ça justement pour activer le corps. Parce qu'il faut s'imaginer que c'était une réponse, le système sympathique à l'époque du temps des hommes des cavernes, si on veut bien, Ouais. qui était pour répondre à une situation extérieure de stress. Donc ça veut dire qu'il fallait soit combattre, soit Chasser, fuir, ouais. soit voilà. Et donc ça active automatiquement toutes les fonctions qu'on a besoin face à une situation de stress. Et ça, on n'en est pas forcément conscient quand on le fait. Exactement. C'est plutôt quelque chose d'inconscient. On n'en est pas forcément conscient, mais ce qu'on va voir justement, c'est qu'on peut quand même avoir une influence Évidemment, ouais. sur l'activation de ces deux systèmes. Et le parasympathique, là on a le corps qui va ralentir, on a le sang qui va plutôt aller dans les organes pour aller dans la digestion, pour aller voilà, dans les choses comme ça, pour réparer le corps dans les moments où on n'est pas face à un stress. Donc on a besoin de ces deux choses. On remarque qu'ils sont du coup assez inconscients. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un impact direct comme je ferme les yeux ou je ferme ma main. Exactement, c'est pas une décision du cerveau si on veut. Ouais. Et du coup, le système nerveux, on pourrait le résumer, si on a une machine, c'est l'électricité qui passe en fait concrètement. Oui, C'est l'impulsion électrique. C'est l'impulsion électrique. Et on aurait si on simplifie, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je trouve, plus on arrive à imager simplement comment ça fonctionne, plus c'est facile de s'en souvenir aussi. Ce qui est assez fou, alors j'ai pas exactement les chiffres, mais je l'avais lu dans le livre qui s'appelle Homo sapiens de Yuval Noah Harari. Il explique que notre constitution n'a pas changé entre un peu la version numéro 1 de Homo sapiens et puis nous maintenant.
Donc ça veut dire par là que si on avait un bébé, qu'on pouvait faire naître un bébé Homo sapiens d'il y a 80 millions d'années, imaginons, bah, il pourrait vivre complètement normalement comme nous, sans être en retard neurologiquement, en termes de cerveau, etc. Bon, ça, c'est fou. Et moi, je trouve ça incroyable. Dans les deux sens, ça veut dire qu'on a un cerveau qui est effectivement monstrueux, c'est dingue tout ce qu'il peut faire. Mais dans l'autre sens aussi, ça veut dire qu'on l'a aussi habitué à être surutilisé. Par exemple, on avait une vraie raison d'avoir notre corps qui se met en ébullition, puis d'avoir les vaisseaux sanguins qui se gonflent, et puis d'avoir tout d'un coup une montée d'adrénaline et un coup de chaud pour préparer le corps à courir s'il y avait une bête qui était prête à nous tuer. Maintenant, on a ça quand il y a quelqu'un qui nous regarde bizarre dans le bus, et on s'imagine quelque chose, et puis tout d'un coup, on commence à stresser, on a des palpitations et tout, alors que c'est juste un gars qui t'a regardé dans le bus, puis toi, t'as mis juste ce pull que t'as pas l'habitude de mettre et que t'es pas sûr qu'il est ouf, et du coup, t'es sûr qu'il est en train de juger ton pull, et du coup, tu te dis, mon Dieu, et ça va ou bien? On a ces mêmes réflexes, on va dire, justement, qu'on avait à l'époque face à un mammouth qu'on doit chasser, où là, il y a intérêt à être un petit peu stressé et activé, comme tu dis. Donc voilà pourquoi je dis que c'est hyper intéressant de comprendre que notre cerveau n'a pas changé depuis, et que du coup, il a des fois des réactions un petit peu surévaluées par rapport à aujourd'hui. Mais là, donc, quand on parle du système sympathique, on a l'impression que c'est un peu la mauvaise partie de notre système nerveux, alors que pas du tout, parce qu'on a besoin quand même d'être activé, sinon on serait posé sur le canapé toute la journée, sans envie, sans rien faire, et puis ça irait pas non plus. Donc l'idée, c'est qui s'active, mais qui se désactive, surtout à des moments pour que le parasympathique s'active. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux. Si on n'est que dans le parasympathique, ça fonctionne pas. Et si on n'est que dans le sympathique, on va voir après ce que ça a comme conséquence. Mais ça va vraiment venir user l'organisme. Ouais. Et on est généralement un peu trop souvent dans le sympathique et pas assez dans le parasympathique. Et on a tendance à être un peu trop souvent dans le sympathique. On peut faire le lien entre justement ce système nerveux sympathique et ce qu'on appelle aujourd'hui le stress. Parce que, en fait, le stress qu'on vit au quotidien, déjà, c'est important de dire qu'il y a deux différents stress. Le stress, c'est pas forcément que négatif, parce que c'est justement aussi ce qui nous active. C'est-à-dire qu'avant, c'était peut-être un mammouth qui nous activait. Maintenant, ça peut être une deadline. Mais une échéance d'une tâche. Ouais. Voilà, une échéance d'une tâche. Mais c'est quand même important de pouvoir s'activer pour pouvoir faire des choses. Donc, on a besoin d'un petit peu de stress. Et quand le stress, on parle du stress bénéfique, on l'appelle le E-stress, si on veut. Donc, c'est ce stress positif qu'on a besoin pour s'activer. Et ensuite, si le stress dure trop longtemps et qu'on n'arrive pas à en redescendre, en quelque sorte, si ça devient un stress chronique qui est tout le temps là et qu'on n'a pas de phase de récupération où le parasympathique se met en place, ça devient du distress. Et ça, c'est le stress négatif, en quelque sorte, qu'on ne veut pas. Et donc là, on voit de nouveau, on peut faire ce parallèle avec stress et système nerveux sympathique, parasympathique. Et donc, une des solutions aussi pour gérer ce stress et pour le faire redescendre, c'est directement de venir à la source au niveau nerveux. Donc, ça veut dire essayer de réguler notre système nerveux. Donc, ce que tu me dis là, c'est que par exemple, il y a, je sais pas, t'es à l'université, il y a un travail que tu dois rendre pour une certaine deadline, tu te mets un stress monstrueux pour y arriver, tu y arrives enfin, et si tu te donnes le temps de redescendre, c'est un stress qui est plutôt bon. Exactement. Maintenant, si tu rends ton travail, mais direct après, tu te retrouves dans un autre truc que tu dois faire, qui va être par exemple d'organiser, je sais pas, une soirée spéciale fin d'année de l'Uni, puis après tu dois direct partir en vacances, etc., puis que tu enchaînes tous ces trucs qui te stressent, au final tu restes bloqué dans un état constant de stress. C'est là où on arrive sur le distress. Exactement. Donc, quelque part, mauvais stress, et que tu n'en redescends jamais. Tu n'en redescends jamais, et là où tu peux vraiment avoir une cassure. Parce que du coup, pour reprendre ton exemple, tu as cette phase, il y a 3 phases dans une situation de stress, on va dire. Tu as la phase d'alarme, où tu te mets en activation. Là, tu sais que tu dois
bosser pour ton examen qui est telle date. Donc voilà, phase d'alarme. Ensuite, si tu as fait ton examen et puis que tu te déstresses et que tu dis ok, c'est bon, je peux faire d'autres choses maintenant, bah ça va, tu redescends, c'est une courbe normale. Mais si tu résistes en te disant ok, mais là il y a les prochains examens qui viennent, est-ce que j'aurai des bons résultats, qu'est-ce que je ferai ensuite, et que tu maintiens ça, on rentre dans une phase qu'on appelle la phase de résistance. Okay. Donc c'est-à-dire que justement, ce stress il reste et ton corps aussi il rentre dans cette phase où il récupère pas, où il y a des influences sur le sommeil, des troubles du sommeil, des troubles mal même de de dos la parce qu'on est stressé, parce qu'on est tendu. Mal de dos. Enfin, il y a toutes des répercussions qui commencent à être physiques à ce les dents moment-là. qui grincent. Ouais, c'est ça. Il y a plein de... Ça, c'est intéressant aussi. On tend à le dire. corps, quoi. Ouais. Et puis, après, arrive la dernière phase, c'est la phase d'épuisement. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à redescendre, on finit toujours par s'épuiser. C'est le burn-out, la dépression. Ok, super exemple. Du coup, on se rend vraiment compte de à quel point ça peut être impactant de rester dans ce système sympathique. Du coup, le parasympathique, comment tu peux agir directement dessus? Enfin, comment tu peux l'activer, du coup, ce parasympathique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire à la fin de ce premier examen pour pas finir en burn-out 4 mois plus tard? Ça, je trouvais intéressant que toi, tu me parles un peu de... Ces derniers temps, tu as regardé pas mal de choses sur les systèmes nerveux, que tu parles vraiment des techniques que tu as vues pour équilibrer les systèmes nerveux. Et après, moi, j'aimerais bien prendre un petit instant pour parler d'une autre technique que j'aime beaucoup, que vous avez sûrement déjà entendue. C'est la pleine conscience pour agir sur le stress aussi, et qui au final a aussi un effet sur ce système nerveux. Dans mon cas, j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps qu'il y avait déjà une différence entre la méditation et la respiration. On avait fait un épisode dessus que vous pouvez réécouter. Je ne sais plus quel numéro, mais bref. Donc on avait vu que la méditation et les exercices de respiration, c'était pas la même chose. Et moi, c'était quelque chose que je savais pas forcément conscience de ça. Je vais pas refaire l'épisode, mais voilà, de dire que c'est deux choses différentes. La pleine conscience, on observe notre respiration. L'exercice de respiration, on va respirer sur un certain rythme, avec différents canaux, etc. Ok. Déjà, juste pour mettre ça devant. Donc, je m'étais rendu compte de ça. Et là, récemment, je suis tombé sur un programme sportif. En gros, c'est pendant 10 minutes. On va vraiment chercher pendant quasi 40 secondes des exercices qui sont assez éprouvants. Sauf que là, c'était des gens qui, à la base, je les connais du yoga. Et ils ont décidé de faire ce programme. Et puis, en fait, j'avais directement fait les vidéos, mais je n'ai pas du tout regardé la première vidéo où ils expliquent comment ça fonctionne, etc. C'est le type qui veut faire vite, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je vais quand même revoir cette vidéo. Ah, c'était pour savoir si je pouvais en faire plusieurs dans la journée. Voilà, c'était ça. Et je me suis dit, je vais quand même voir la première vidéo, voir comment, en fait, peut-être qu'il faut faire chaque fois 3 fois la vidéo par jour, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, bref. Dedans, en fait, ils expliquent que c'est hyper important qu'à la fin de l'exercice, il y ait un petit moment où on fasse des exercices de respiration ou de la méditation. Mais là, ils ont plus mis l'accent sur la respiration. Puis j'étais là, tiens, pourquoi ? Puis en fait, le gars répond tout bêtement, il dit « Pendant les 10 minutes, ton corps, il croit qu'il est poursuivi par un tigre. » Et à la fin, il faut lui expliquer qu'en fait, il est plus poursuivi par un tigre. Et j'étais là. D'un coup, j'ai eu plein de flashs de moi en train de faire du sport, de moi en train d'arriver à vélo, puis direct sortir mon ordi de mon sac, bosser. Tous ces moments où tu mets ton corps sous stress et en fait, tu l'empêches de redescendre. Et du coup, tout d'un coup, je sais pas, 3-4 heures de ta journée sont dans un espèce de stress constant parce que tu t'es pas laissé le temps de redescendre. Donc voilà, j'ai ces flashs-là, je l'écoute parler, puis effectivement, il dit, dans les exercices de respiration, vous pouvez faire celle-là, celle-là, celle-là et tout. Et puis ça, je crois que c'était ce dimanche, tu vois, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Et je me suis dit lundi, ok, je vais tester ça. Et alors, il y a différentes vidéos, il y a un exercice que je trouve vraiment, vraiment efficace et que j'ai partagé là. Alors, il y a plein d'exercices de respiration. Là, c'en est un tout simple où, en fait, dans le principe du yoga, et on aurait deux parties, donc le yin et le yang. Le yang représente plutôt le côté actif, solaire. Alors, c'est très genré, mais plus masculin. Et le yin, plutôt la lune, l'obscurité, le calme et le côté, du coup, plus féminin. C'est des exercices pour activer l'un ou l'autre. C'est tout simple. On va prendre
son pouce et son annulaire. Si on veut travailler le yin, non, le yang, on va commencer par le yang. En gros, on va respirer par la narine droite et on va expirer par la narine gauche. Là, du coup, on va travailler que le côté solaire. Et pour ça, pour être sûr de ne respirer que par la droite et d'expirer que par la gauche, on va utiliser son pouce et son annulaire. Donc, si je veux inspirer par la droite, avec l'annulaire, je bloque ma narine gauche. J'inspire. Avec le pouce, je vais bloquer la narine droite pour expirer par la narine gauche. Je mettrai la vidéo de tout ça. Voilà, donc c'est tout simple. Et on va faire ça pendant... Alors, on peut faire des cycles. On peut faire ça pendant un temps donné, 5 minutes, 2 minutes. Bref, mais c'est quand même bien de faire en tout cas un 10 cycles de ça. Et là, on va venir activer du coup le côté solaire, le côté énergique. On n'est pas dans le sympathique. Hein. Là, on est tout dans le parasympathique, mais on va venir chercher le côté plus énergétique de nous. Et pour l'autre, pour activer le yin, du coup, ça va être exactement la même chose, mais dans l'autre sens. On va inspirer de la gauche et expirer de la droite. Donc, on fait aussi le même truc avec toi, c'est juste qu'on adapte pour que ça fonctionne. Puis ce qu'il dit à la fin, c'est que tu peux, si tu as besoin d'être un peu plus énergisé, tu fais plutôt le yang, et puis si tu veux plutôt calme, tu fais le yin. Je confonds toujours les deux. Pourquoi? Ouais. Et rien ne m'empêche de faire les deux à la suite pour équilibrer ça. J'ai commencé à faire ça, quoi. Et c'est hallucinant comme tout d'un coup, une séance de sport me mettait... 10 minutes, c'est court. Tu vois, on fait... C'est pas des séances de sport pendant 2 heures ou quoi. C'est quand même assez court. Et c'est vrai que quand je le fais, j'ai tendance après à tout faire très vite parce que je suis dans ce truc de mouvement, etc. Et en prenant le temps de faire ça, alors des fois je fais plus l'un, des fois je fais plus l'autre, des fois je fais les deux. Enfin, j'adapte par rapport à comment je sens mon corps, j'adapte. Si je me sens un peu fatigué, je fais l'un, sinon je fais un peu plus l'autre, etc. Si je me sens trop énergique. Qui groupe les deux. Ouais. C'est-à-dire où tu équilibres en inspirant d'un côté, en expirant du même côté, ensuite en bouchant, en inspirant, expirant. Puis t'alternes sur chaque respiration, ouais. Bref, l'expérience que j'ai retenue de ça, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est un sentiment réel de bien-être en fin de journée où tu sens que tu as eu tes moments où il fallait que ça avance et tu as aussi tes moments où tu sens que tu peux te reposer et tu te reposes pas bêtement, genre en regardant une vidéo avachi sur le canapé. Tu te reposes vraiment en faisant ces exercices et après, tu as des idées beaucoup, beaucoup plus claires. Tu sens que tu te régénères mieux. Enfin bref, en yoga, tu as toujours cette fin où tu vas être couché sur ton tapis pendant en tout cas 3, 4, 5 minutes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils disent c'est la partie la plus importante de l'exercice. Puis tu es là, mais ouais, ok, on fait rien, tu vois. En fait, non, justement, on va donner au corps la possibilité de dire l'exercice est fini, maintenant tu peux te relaxer, tu peux venir en parasympathique. On vient équilibrer tout ça de nouveau. Donc voilà. Expérience un peu longue, mais on se rend compte, enfin moi je me suis vraiment rendu compte que quand j'avais l'impression que ça me faisait du bien de faire du sport vite fait, etc., ou de vite foncer à vélo au studio pour travailler, en fait quand j'arrive au studio, je suis dans un truc où je suis trop énergétique. Donc maintenant tu fais des exercices de respiration. Et maintenant je te jure que j'arrive et j'ai une capacité de focus qui est beaucoup, beaucoup plus grande. Mes choix sont bien meilleurs et en fait, j'apprends à sentir quand je suis trop dans l'un, donc quand je suis plus dans le sympathique et quand je dois quand je dois me remettre un peu en parasympathique. Voilà. Ouais, hyper intéressant. Ça, c'est vrai qu'il y a plein d'exercices comme ça qui s'appellent les prayanamas, oui, qui est une partie du yoga en fait qui est hyper importante. T'as toutes les pauses, mais t'as aussi toute la partie respiration qui est une très grande partie et qui est justement là pour équilibrer tout ça. Donc, si vous cherchez des inspirations, il y a aussi des vidéos de Pranayama sur YouTube ou quoi, vous trouvez, c'est pas mal. Après, moi, je voulais rajouter encore un élément par rapport à ça avant qu'on termine. Donc là, on a vraiment parlé du système nerveux et on a fait le parallèle avec le stress. Bah, c'est comme ça qu'on le ressent, en fait. On dit « Ah, je suis stressé ». On ne dit pas « Ah, j'ai mon système sympathique qui est super activé ». Mais que il y a ce côté physiologique et que c'est important aussi de savoir que souvent, ce qui nous stresse et ce qui active ce côté physiologique, c'est aussi toutes les histoires qu'on raccroche à ça.
Et c'est là où la pleine conscience, elle est intéressante parce que, en fait, du moment que je me rends compte que typiquement après mon examen, je suis en train de penser au fait qu'il y aura un autre examen et puis que je ne sais pas comment je vais y arriver et puis que nanana, et que j'entends toutes mes ruminations un peu sur ça, bah, le fait de pouvoir les voir, ça permet aussi du coup d'agir sur les histoires qui sont raccrochées à ce stress et du coup aussi en quelque sorte de venir calmer l'esprit. Et donc, on a vu par la respiration, par les exercices sur le système nerveux, on a une porte d'entrée, si on veut, pour venir attaquer, entre guillemets, le stress. Et avec la pleine conscience, on peut se rendre compte des histoires qu'on raccroche, des pensées qui viennent empirer, en fait, le stress. Et on peut aussi jouer dessus par ce biais-là. Donc, c'est un peu, on a deux portes d'entrée. Il y en a sûrement même plus, hein, mais là, les deux dont on voulait parler aujourd'hui, c'est la pleine conscience, on peut le résumer, l'exercice, il est quand même de s'observer. Exactement. C'est pour ça que tu as dit d'observer ses pensées, de pouvoir se voir réfléchir. Exactement, se voir penser. Et quand on voit qu'on a des pensées qui sont stressantes, directement, sans rien faire d'autre, juste les voir, ça permet déjà de mettre une distance et de dire c'est des pensées, et les pensées, c'est pas la réalité. Et donc, ça peut déjà faire baisser le stress aussi. C'est fou, dans tous les moments où on sent que ce qu'on est en train de vivre, ou l'état dans lequel on est n'est pas bon, mais qu'on peut rien y faire parce qu'on est dedans. Évidemment, la pleine conscience, c'est un long travail, mais ça nous permet d'y arriver de façon plus, instinctive. Mais c'est un long travail, la pleine conscience. Il faut vraiment pas croire que... Enfin, les gens qui disent la méditation, c'est pas pour moi, c'est vraiment... Je sais pas, c'est comme dire le 100 mètres sauter de haie, c'est pas pour moi. Oui, si t'en as jamais fait, que tu t'es jamais entraîné, évidemment que c'est pas pour toi. C'est tout, quoi. Du coup, la méditation, c'est long, c'est un long travail, c'est un travail qui est dur parce qu'il est contraire à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a appris dans notre vie. Dans notre vie, tout ce qu'on a appris, c'est tu ne sais pas quelque chose, on te l'apprend, tu sais. La méditation, c'est tu ne sais pas, c'est normal. C'est ça. Tu sais pas, ok, apprends à aimer le fait que tu ne sais pas. Il y a vraiment cette chose-là et c'est ultra frustrant. Et on fait quelque chose pour ne rien atteindre. Exact. Il n'y a aucun but. La méditation n'a aucun but. Et ça, pour quelqu'un comme moi qui est très objectif, très à un point, on va à l'autre, etc., ça me fait énormément de bien, mais ça vient aussi casser un peu tout ce qu'on m'a inculqué dans mon éducation, de ce que j'ai eu de mon éducation, dans la façon dont j'ai vu le monde, etc. D'un coup, tu as la méditation qui est un espèce de truc qui dit fais rien et observe-toi rien faire. Et c'est pas cool, ouais, mais c'est comme ça. Et c'est beau. Puis t'es là, waouh. Donc, et c'est important parce que ça permet de faire ce que tu as dit. Tu as dit quand tu arrives au local, tu peux maintenant plus observer, tu te rends plus compte quand est-ce que tu es dans ton sympathique ou quoi. Mais ça, c'est pourquoi ? C'est parce que tu arrives à t'observer justement avec une certaine distance. Et ça, c'est déjà de la pleine conscience, justement. Mais tout ça pour dire que la méditation, oui, c'est dur. Oui, ça prend du temps. Donc, ces exercices de respiration, ils permettent de plus vite rentrer dans ce moment où on se dit tiens, en fait, ça va pas. Donc, quelque part, ce que je veux dire par là, c'est si la méditation, c'est quelque chose qui vous a toujours un peu... genre, j'ai essayé, mais j'arrive pas. Commencez par les respirations. Oui, c'est physiologique. C'est direct. Direct, il y a un truc. Sauf que ce que tu as dit, c'est que la méditation, elle va te permettre d'aller plus profond là-dedans et d'avoir d'avoir naturellement un truc où on s'observe plus et puis on arrive mieux à sentir les limites de notre corps. Exactement, ça se régulera plus automatiquement. Ça se régulera plus vite. Et l'un dans l'autre, vous vivez mieux. C'est fou, hein. Ce podcast qui s'appelle Vivons mieux. Ouais, on a... Voilà. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur vivre-mieux.ch dans la section podcast où il y a tous les épisodes que vous pouvez mettre des commentaires, etc. Vous pouvez aussi nous mettre une note sur Spotify ou Apple Music. Et puis vous pouvez nous suivre sur Instagram sur _vivre_mieux.
où on partage aussi des petits extraits et puis des moments du quotidien. Voilà, à bientôt. À bientôt.